Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sommes très heureux de recevoir ce dimanche 19 août 2018 Christian Da Silva. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur général adjoint de Bénin Télécom Infrastructure SA. Bienvenue sur le plateau d'émission. Je rappelle que ce dimanche est le premier dimanche après la célébration de l'Assomption par les fidèles catholiques et le premier dimanche après la fête de l'Igname. Nous espérons que ces fêtes se sont bien passées dans vos foyers. Pour conduire l'entretien avec moi, Kadir Achiro, bonjour. Bonjour Nadia Djouan, bonjour à vous Christian Da Silva. Bonjour. Comme l'indiquait tout à l'heure Nadia Djouan, vous êtes le directeur général adjoint de Bénin Télécom Infrastructure SA. Alors dites-nous comment se porte aujourd'hui cette structure? Alors Bénin Télécom Infrastructure SA est donc une société patrimoine donc, de l'infrastructure nationale. En matière d'infrastructure, donc on parle donc de tout le réseau télécom. Le réseau télécom, c'est essentiellement le réseau téléphonique, le réseau câble fibre optique et puis tout le reste du réseau qui constitue donc le lien à l'international avec les partenaires internationaux. Alors, Bénin Télécom Infrastructure aujourd'hui se porte bien, prépare sa restructuration et donc est en train donc de préparer un certain nombre de choses parce que nous ne pouvons pas continuer de travailler dans des conditions où en réalité les choses ne se font pas normalement. Alors donc l'État béninois, à travers son plan d'action, le programme d'action du gouvernement, a donc entrepris un certain nombre de réformes. Des réformes donc, du secteur du numérique, ainsi de suite. Alors quels sont les différents services que propose Bénin Télécom très brièvement avant de passer à un autre pont de notre émission du jour? Alors, Bénin Télécom Infrastructure, donc aujourd'hui, comme je le disais, la société sur le plan national, donc propriétaire de l'infrastructure. Nous avons la chance, donc sur nos côtes, de pouvoir abriter deux câbles fibre optique. Donc un, le câble ACE et l'autre, le câble SAT3. Alors, ces deux équipements, ces deux infrastructures nous permettent de couvrir en matière de capacité Internet, en matière de haut débit Internet, donc tout le territoire national. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, effectivement, avec le PDI-DT, qui est un programme de développement des infrastructures, des télécommunications et des TIC, nous sommes en train de boucler le maillage sur tout le territoire, donc de tout le réseau télécom, pour que quelqu'un qui est quelque part dans une localité puisse pouvoir avoir de l'Internet une bonne qualité donc, pour pouvoir donc s'interconnecter au monde. Alors comment appréciez-vous les différentes réformes pour le développement de l'économie numérique? Tout à fait. Alors, ça a été d'abord le socle du programme d'action du gouvernement du président Talon que je loue parce que, disons, nous revenons un peu dans l'histoire, c'était le seul candidat qui avait un bon programme d'action. Alors, il y a des réformes qui ont été faites, des réformes dans la santé, dans l'enseignement, des réformes... Nous y viendrons. Voilà, nous y viendrons. Donc, aujourd'hui, mes appréciations sont très bonnes parce que toutes ces réformes-là vont prendre corps et vont permettre donc de lancer le pays, de booster complètement l'économie et ce serait au bénéfice donc de tout le monde sans exception. Alors Christian Da Silva, vous êtes également père de famille, vous êtes citoyen béninois, vous êtes un observateur de la vie politique nationale de votre pays. Vous avez suivi les derniers résultats aux examens avec les échecs qu'on a notés. Le faible taux d'admission. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que ça révèle la réalité, la triste vérité de nos différents types d'enseignement. Parce que nous, en tant que directeur de Société Générale, nous sommes au cœur de l'évaluation, formation, emploi des cadres qui viennent sous forme de stage ou même contractuels pour certaines tâches. Et nous apprécions au quotidien le niveau de l'enseignement parce que ne nous cachons pas la face. On a de sérieux problèmes parce que la qualité de l'enseignement a pris un coup. Et aujourd'hui, je dis les résultats reflètent réellement l'état de vie de l'enseignement. Sous toutes les formes, primaires, secondaires, universitaires. Alors que faut-il faire aujourd'hui maintenant? Alors aujourd'hui, il faut revoir les contenus. Mais je dis d'abord que revoir les contenus, c'est apprécier la qualité des formateurs.
parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu, je crois, une évaluation de certains enseignants. Qui a été mal perçue d'ailleurs. Voilà, qui a été très mal perçue. Et moi, je le dis, si vous êtes professionnel dans quelque domaine que ce soit, vous pouvez être dans un corps de métier purement traditionnel, professionnel ou autre, mais vous devez pouvoir, de par la qualité de ce que vous connaissez, faire valoir cela de façon pratique. Alors, donc, ceux-là qui n'ont pas voulu se faire évaluer, je suis désolé, ben, c'est qu'ils se reprochent quelque chose. Parce que nous avons vu que ce soit dans le privé comme dans le public, nous avons vu donc un certain nombre de résultats où voilà, on a eu des taux élevés. Donc, s'il y a quelque part des classes entières qui n'ont pas eu un seul candidat reçu, il y va et des enseignants et des apprenants. Alors, nous espérons que les réformes quand même vont venir à ce niveau donné. Nous sommes d'ailleurs même à l'ère des réformes et il est la palissade au Bénin des problèmes dans le secteur de la santé. Alors, très récemment, le Conseil des ministres, le gouvernement demande quand même aux professionnels de la santé de choisir entre l'exercice en clientèle privée ou dans le public. Alors, en tant que cadre d'une administration publique, alors comment appréciez-vous cela? Alors, moi je dis que c'était quelque chose qui existait depuis. Alors, parce que nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs ou clients du CNHU ou de ces structures médicales publiques, on voyait ce que ça donnait. On allait pour faire des radios ou des analyses ou des choses où il fallait forcément avoir donc, les professeurs qui donc, étaient recommandés aux consultations, mais souvent ces gens-là n'étaient pas là, ils n'étaient pas présents. Et pour les voir, il fallait aller dans les cabinets privés. Alors, ça fait un manque à gagner à l'État parce que pour la plupart, sauf quelques rares personnes, ils sont formés sur le budget de l'État. Et donc, sont payés par l'État et ils ont un devoir de pouvoir donc assister l'État et assister les malades. Alors, dès lors que ce contrat-là est rompu, je suis désolé, je crois que l'État a très bien fait de les ramener à l'ordre, de leur donner un ultimatum pour que les choses soient claires, tout simplement. Alors, même, je m'excuse, même au niveau même de la qualité de ce qui se fait aussi dans le privé, je crois que l'État gagnera à aller maintenant évaluer les différents centres médicaux privés pour qu'on s'assure des soins qui sont donnés. Parce que tous les jours que Dieu fait, il y a des erreurs médicales qui se font. Et qui parfois coûtent la vie à certaines personnes. Alors, dans la même logique, vous parlez également du secteur de la pharmacie. Vous avez vu un peu les réformes dans ce secteur-là? Ah oui. Là, je dis qu'à la limite, c'était une honte nationale qu'heureusement, le gouvernement du président Talon a su rapidement corriger. Parce que comment est-ce qu'on peut être paralysé sur le plan national par donc une structure qui n'est pas du tout, même la personne qui est à la tête de cette structure-là, même si c'est un délégué médical et autres, il n'est pas habilité à approvisionner tout un réseau national. Alors donc, il y a eu une lourde complicité de ce que j'appelle des affairages qui ont franchement terni notre image. Et aujourd'hui, franchement, en plein 21e siècle, il faut qu'on se dise franchement que nous devons fonctionner avec des normes. Il faut qu'on soit un peu normaux, sinon normalisés. C'est important. Oui. Alors, parlons de réformes, toujours, il y a quand même une myriade de réformes qui sont annoncées au niveau de l'aéroport international Cardinal Benanda de Cotonou. Alors, vous effectuez quand même des voyages. Alors, comment appréciez-vous quand même l'univers? Alors, voilà un aéroport... Déjà, les renseignements ont cessé du côté de l'aéroport actuellement. Oui, ça a cessé, mais moi, je dénonce un peu l'accueil au niveau de l'aéroport. Alors, même dans la sous-région en Afrique, ça ne se passe plus comme ça. Vous venez en même temps, les gens vous agressent avec des histoires de carnet médical ou des histoires comme ça, et du coup, ça pèse. Quelqu'un qui a fait 6 heures de voyage, ou bien, même s'il a fait 2 heures de voyage, il vient, il rentre chez lui, ou bien il vient pour une affaire ou quelque chose, mais attends, vous l'accueillez d'abord, raisonnablement, mais
Donc, on fait... Moi, j'ai vu, je ne sais pas. C'est vrai. C'est le seul aéroport où on vous demande votre livret médical. Et puis vous oblige à payer des frais ou à vous faire vacciner. Passer là-bas pour établir cela et tout. Je crois qu'on peut le faire autrement. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est au niveau de, comment dit-on, des bagages. Alors, admettons qu'il y ait par exemple 2 ou 3 vols qui atterrissent presque en même temps, dans 30 minutes ou dans 1 heure, et tous les bagages sont rendus à l'intérieur dans l'aérogare, et il n'y a aucune signalisation, d'accord, qui permet, il y a au moins 2 plateformes là qui acheminent les bagages, mais il n'y a aucune signalisation qui permet de dire, ah oui, c'est à tel endroit A ou à tel endroit B correspondant à tel vol. Alors, et ça, c'est tous les jours que ça se passe. Je suis désolé parce que, attendez, on n'est pas quand même un village planétaire isolé du monde. On voit comment ça se passe, même si on ne voyage pas. On voit ça sous forme de film à la télé et tout. Mais recopions bêtement aujourd'hui ce qui se fait intelligemment ailleurs. Donc, il faut que ces choses-là, moi je crois que je lance un cri d'alarme aux autorités de l'aéroport de Cotonou pour qu'on corrige cela. Même si on a un petit aéroport pas très équipé, il faudrait quand même que sur le volet accueil touristique, on soit franchement performant. Franchement. Les réformes sont également passées par les actes d'incivisme, les déguerpissements et tout ça. Et maintenant, il nous est presque imposé l'utilisation des sachets biodégradables pour les populations. Est-ce que ça ne fait pas trop au même moment? Non, pas du tout. Parce que, je ne vais pas vanter ici les bienfaits de cette mesure, qui certes est écologique à longue durée, mais surtout, il faudrait qu'on cesse de s'intoxiquer pour rien du tout, parce que qu'est-ce que ça nous coûte au fait de revoir notre comportement? Et là, je parle de façon générale. Vous voyez des gens qui, bon, comme je le dis, dès lors qu'il a fait toute sa pagaille chez lui, il sort de la maison, ok? Et dès lors qu'il a franchi son portail, il sort de la maison, il est en train de grignoter quelque chose, tac, il jette ça, ou c'est un sachet plastique, ou c'est un reste, je n'en sais rien, il le jette, il continue, même si on le lui dit, il dit, mais toi tu es qui pour me le dire? Vous voyez vous voyez des véhicules qui stationnent très mal, vous voyez des riverains qui utilisent tout l'espace public, parce que je suis un mécanicien, je suis un artisan, je suis ceci, je suis cela. Et je dis, mais à la limite, vous empestez l'environnement, parce que c'est désolant. Et des gens vont même jusqu'à venir se mettre devant votre clôture, comme s'il y avait un autre titre foncier leur appartenant et ériger des baraques et tout. Non. Moi, je crois franchement qu'un homme responsable, et pour pouvoir aider, parce que souvent quand on le dit, les gens se disent, ouais, mais c'est à l'État, c'est au gouvernement de le faire. Je suis désolé. Il faut que nous soyons nous-mêmes notre propre police. Il faut que nous adoptons des comportements. Sur nos voies publiques, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il est en moto, mais au lieu de rester, se ranger bien à droite, il vient en pleine chaussée là, et puis il fait du n'importe quoi. Moi, je l'ai dit la dernière fois, et bon là, je ne sais pas que je reviens là-dessus, mais je fais un bravo au DGPR, le directeur général de la police républicaine, parce qu'il fait un travail merveilleux. Mais je dis, dans le même temps, il faut que les hommes en uniforme aussi donnent le bon exemple. Parce que, moi, enfin, je ne veux pas dire là où j'habite, mais chaque fois que je sors de chez moi, il y a toujours certains hommes en uniforme, à moto, qui font ce qu'ils veulent, ils roulent en pleine chaussée. Pourquoi? Parce qu'on est en uniforme. Je suis désolé. On dit que l'exemple, ça vient d'abord du responsable. Donc, je crois que chacun, c'est pour ça que je dis, il faudrait que chacun, dès lors qu'il franchit son portail, qu'il puisse franchement, raisonnablement, se dire qu'il est citoyen, il doit veiller à l'environnement et qu'il doit pouvoir être un bon exemple. Mais les sachets biodégradables, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un pan de l'aspect social qui a été négligé, parce qu'actuellement, on a quand même l'impression qu'il y a une petite crise dans le pays, qu'il n'y a pas trop de moyens. C'est maintenant qu'on nous impose dans les supermarchés, les pharmacies, d'acheter des sachets biodégradables. Ça fait quand même... Bon, je ne sais pas si vous êtes renseigné pour le coût du sachet, mais je sais qu'il y a des sachets biodégradables qui ne coûtent rien du tout. Mais avant, on nous donnait les sachets. Avant, quand on allait dans le supermarché acheter,
on nous donnait des sachets Voilà. sur les bagages. Mais là, maintenant, on nous dit il faut acheter, même dans les pharmacies. Voilà. On vous dit, vous prenez votre médicament en main ou vous vous débrouillez pour apporter parce qu'ils ne veulent pas supporter les frais qui sont liés maintenant au... Oui. Non, je comprends. Je crois plutôt que, bon, on pouvait procéder autrement. On pouvait un tout petit peu sensibiliser les gens pour leur dire, bon, écoutez, nous aurons certaines choses à vous demander de faire et préparer les gens en ce sens-là. Ou alors, les pharmaciens auraient trouvé une formule, parce que s'ils ajoutent 5 francs ou 10 francs sur le coût du médicament et qu'ils s'entendent au niveau de l'ordre des pharmaciens, c'était carrément transparent une question réglée pour le client. Donc, on n'allait pas avoir cela. Mais c'est de dire qu'en réalité, même en Europe aujourd'hui, quand vous allez dans un pays comme le Canada, on vous vend des sachets. Donc c'est le consommateur final qui finalement paye toujours. On vous vend des sachets. Quand vous êtes dans un supermarché, vous avez fini, ou alors vous avez apporté votre emballage, vous remettez tout dedans, ou alors on vous le vend. Donc quand vous le prenez une fois, vous l'utilisez plusieurs fois aussi. Oui, bien sûr, il y a des sachets comme ça si vous pouvez l'utiliser. Donc je crois qu'on est en train de se normaliser tout simplement. Se normaliser tout simplement. Mais est-ce qu'au préalable, il ne devait pas y avoir quand même un travail qui devait être fait sur la mentalité un peu des Béninois pour qu'ils puissent accepter convenablement ces différentes réformes? Oui, mais il faut dire que le Béninois est têtu. Non. Moi aujourd'hui, je ne veux pas prendre l'exemple de Toboula forcément, mais je dis, par exemple, il a fallu faire venir Toboula, d'accord, pour que certaines personnes se rangent. Parce que, regardez, on les avait informés, on a dit dégager tout ça pour qu'on ne vienne pas vous casser. Pourtant, certains sont restés là jusqu'à la dernière minute. Donc, le Béninois étant têtu et les réformes étant déjà planifiées et le mandat du président étant fixe, je suis désolé. Il faut que tout le monde se mette dans les rangs pour qu'on ne fasse pas des concessions quelque part et ailleurs qu'on ne le fasse pas. Et moi, je dis ça, c'est sur le plan national. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse... on force au sud, ici, dans les grandes villes, Porto-Novo, Cotonou, et que dans le nord ou au centre ailleurs, qu'il y ait du désordre. Il faut qu'on uniformise un peu tout cela. Donc, toutes les autorités, je dis, chaque citoyen lambda est vraiment appelé à le faire. Parce qu'il faut voir des pays comme le Rwanda aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire que ceux-là, ils venaient, quand ça chauffait, ils venaient ici. Dans le temps, on avait même donné la nationalité à des Rwandais qui ont eu des bourses. Oui, ici. Alors, aujourd'hui, mais ils sont partis. Même des pays comme le Canada, les États-Unis les respectent. Et voilà un petit pays africain qui a traversé la guerre et qui l'a fait. Pourquoi pas nous? Pareil avec l'Estonie. L'Estonie aujourd'hui est le premier pays numérique qui existe. Tout est numérique là-bas, tout simplement. Tout est électronique numérique là-bas. Un tout petit pays qui, à peine après 23 ans d'indépendance, c'est complètement numérisé. Complètement. Vous faites tout en ligne, vous n'avez pas besoin même de faire vos achats, vous allez en ligne, vous payez en ligne, vous n'avez même pas besoin d'utiliser une carte bancaire. Tout est sécurisé et tout est là. Alors je reviens à la carte Ravip parce que, voilà, je suis de ceux-là qui ont dit, allez vous recenser parce que, écoutez, voilà une carte qui va permettre d'avoir un fichier national complet de toute la population. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on aura une visibilité sur chaque personne. Citoyen. Et on pourra développer des projets, des programmes. Donc, voilà assez de choses qui font que nous devons croire aux réformes, nous devons vraiment nous engager, franchement. Alors, nous allons rentrer dans un autre registre, le registre politique. Vous êtes au Bénin. Vous avez pris connaissance quand même du code électoral qui est en élaboration au niveau du Parlement. Ça a été adopté par la Commission des lois du Parlement. Cela suscite beaucoup de polémiques. Alors, comment appréciez-vous les nouvelles dispositions ou la nouvelle innovation de ce code électoral? Alors, en matière de code électoral, c'est vrai qu'on a sorti des gros chiffres, 200 millions, 250 millions. Bon. Moi, j'aime bien dire souvent que je ne suis pas financier, je ne suis pas comptable. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? On est parti on était à plus de 100 et quelques partis politiques. Oui. Je crois que là, dans le programme d'action du gouvernement, on veut avoir maximum 6 partis politiques. Alors même, admettons qu'on ait peut-être 120 partis politiques. Si on divise 120 partis politiques par 6, ça nous fait quoi? Ça nous fait 20. 120 divisé par 6, ouais, ça fait 20. Oui. Ça veut dire que
même si on prend les tout petits, un gros et tout, on aura un package de 20 partis. 20 partis. Alors, aujourd'hui, à l'Assemblée, on a 83 députés. Bon, moins un ou quelques traces. Bon, alors, ce qui est bon, c'est quoi? C'est que on a au Bénin une force incroyable. C'est que lorsqu'on commence la campagne, qu'il soit petit ou grand parti, il a toujours du financement pour faire sa campagne. Alors, donc moi, j'aime bien être technique et choses. Alors, je dis, si 20 partis se regroupent et qu'ils veulent présenter au moins 5 candidats, ils trouveront l'alchimie pour générer... Comme ils savent le faire. Ah, comme ils savent le faire, d'accord? Il y aura des parrainages, il y aura plein de choses, il y aura du lobbying. Alors, donc, je ne veux pas rejeter tout de suite le fait que, ou bien être de ceux-là qui disent que, bon, oui, on a mis ça là pour empêcher certains... Les deux points ont été revus, tant pour les frais de caution que pour la campagne électorale. Exactement, exactement. Donc, moi, je suis convaincu que ce n'est pas encore un obstacle. Je suis aussi de ceux-là qui disent qu'on pourrait revoir les coûts, puisque je crois dans le programme d'action du gouvernement, l'État béninois veut voir aussi comment, par rapport à ces gros partis qui seront regroupés, 6 au plus, voir ce qu'il prend en charge en matière de campagne ou de ceci ou de cela. Donc, l'État aura une contribution. Une contribution, oui. Exactement. Donc, quand on regroupe tout cela, je crois franchement qu'il n'est pas question de s'affoler. Au contraire, essayons de voir comment nous allons être de bons militants pour pouvoir défendre la bonne cause. Parce que le pays, il nous appartient à tous et nous devons le construire. Alors nous sommes presque à la fin de Christian Da Silva, nous allons parler un peu, puisqu'on parle de l'Assemblée nationale. Dites-nous, quelle image vous avez des députés béninois et comment vous percevez en général les campagnes électorales à la veille des législatives? Comment vous les vivez souvent? Oui. Alors, moi, d'accord, je n'ai pas la langue de bois. Je dis souvent qu'il y a certains députés qui sont vraiment à la tâche à travers les lois, la participation même active au niveau de l'Assemblée. Mais il y a d'autres qui sont purement des acteurs politiques, c'est-à-dire qu'ils viennent quand il faut être élu en pleine campagne, et puis après, bon, ils se cachent, ils veulent profiter des avantages. Et puis après, ils réapparaissent. Alors, Parlement. Je pense qu'il faut qu'on revoie un peu cela, mais j'insisterai sur la présence des femmes au niveau du Parlement, parce que ce soit au niveau du gouvernement ou ailleurs, le nombre de femmes au Parlement est vraiment très peu. Donc, ces réformes-là vont pouvoir nous permettre également d'avoir une quantité importante de femmes, parce qu'on sait qu'il y en a à tous les niveaux, paysannes ou intellectuelles ou autres, qui œuvrent effectivement sur le plan national. Oui. Alors, pour finir, comment appréciez-vous les différentes réformes de Talon, du président Patrice Talon? C'est vrai que nous avons abordé plusieurs réformes, mais en général, les gens disent quand même que ces réformes ont l'air d'être un peu brutes et de ne pas peut-être prendre en compte les différentes conjonctures sociales qui y concourent. Alors, vous savez, même avant d'apprécier, on a eu déjà des signaux forts. Aujourd'hui, le Bénin est classé mieux qu'avant en matière de développement, en matière de croissance économique. Ça, c'est le premier point. Moi, j'ai voyagé, j'ai eu à voir des gens quand même qui étaient dans la sphère politique encore ces dernières années en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, et qui m'ont même appris certaines choses, qui m'ont dit, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, vous vous rapprochez carrément du Rwanda. Quand on prend l'Afrique, on dit le Bénin est juste presque au niveau sur le développement Rwanda, donc pour le peu que vous avez fait. Alors, vous savez, c'est ça que je dis, le Béninois est quand même assez spécial. Je le suis, Béninois aussi. Mais on pense que, bon, même quand on voit les résultats, on critique, on se dit non, on pouvait faire mieux. Mais on les met là, ils ne vont pas faire mieux. Alors, moi, je suis confiant que c'est de bonnes réformes. Parce que c'est le programme d'action du gouvernement, moi, je l'ai regardé, je l'ai décortiqué, même point de vue service numérique. Il n'a pas été fait comme ça, comme au pifomètre. Je crois que le président Talon a consulté beaucoup d'experts, des gens qui étaient du domaine, et il a conçu son programme d'action. Donc, franchement, moi je dis,
c'est vraiment une feuille de route bien établie. Alors, quand vous avez un document comme ça, qui est assez minutieusement préparé, il n'y a pas de raison. Il ne reste que les hommes pour l'appliquer. Il reste que les hommes. Alors, donc, moi, je veux dire un bravo à tout le gouvernement et à son président parce que on pouvait donc être carrément à côté de la plaque et on n'aurait vu aucun résultat. Donc, pour ma part, franchement, les réformes sont en bonne route et ça se passe bien. Alors, avant de pas finir cette émission, on ne peut pas parler quand même de l'insertion des jeunes. On va y revenir. On va parler rapidement de l'économie numérique, les startups qui sont de plus en plus en vogue. Vous devez être bien dans votre fauteuil lorsqu'on parle des startups. Alors, je suis un peu l'avocat défenseur des startups parce que voilà des gens que j'ai découverts. Je les découvrais déjà sur le net et tout et savais un peu sur les réseaux sociaux ce qu'ils faisaient, mais j'ai eu à les côtoyer un tout petit peu. Et moi, je leur ai dit, battez-vous pour d'abord avoir un statut particulier. Parce que voilà des gens qui se battent de tous les niveaux, hein, que ce soit étudiants, élèves ou autres. Ils se battent, ils font des choses formidables. Mais quand ils font des choses formidables, personne ne les accompagne. Ni le secteur privé, via la CCIB ou tout le patronat, ni le secteur public. Alors, ils restent là. Et comme on évolue rapidement, les choses deviennent anciennes et puis bon, voilà. Alors, je crois qu'on devrait voir quelle forme d'institution ou de régime donner à ces startups-là. Et maintenant, les consulter pour tout, même quand je parlais de l'aéroport tout à l'heure. Écoutez, on a juste besoin d'avoir de la signalisation, du visuel. Je viens, où est-ce que je récupère mes bagages, et ainsi de suite. Un start-up vous fera rapidement une application et puis ça ne va rien coûter du tout. Et puis on va communiquer mieux. Et dans tous les domaines, ces gars-là sont présents, dans tous les domaines. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la mine d'or que nous avons parce que ce qui est réjouissant et beau, c'est que petit pays que nous sommes, ces start-up-là, ils vont à l'international, même avec les pays d'Europe et même d'Afrique, un gros comme le Nigeria. Pourtant, ils ravissent les meilleures places. Donc je crois que je fais un clin d'œil à mon ministre et à certaines autorités du gouvernement pour que franchement on en fasse quelque chose, on les constitue, on les mette ensemble. Je sais que le président est en train d'œuvrer à cela, mais qu'on les accompagne sérieusement. Alors, comme je voulais le poser tout à l'heure, alors un mot sur la politique d'insertion des jeunes. Ah oui, alors via déjà les startups, c'est une meilleure insertion puisque on va utiliser leur application et autres, on va les impliquer dans le développement de tout ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à améliorer les performances et tout. Maintenant, les jeunes. Alors, je l'ai dit et je le dis à certains DG que je vois souvent, je dis, mais écoutez, c'est pas parce que 90% ou 100% des stagiaires doivent faire de bénévolat que vous n'allez pas leur payer quelque chose. Arrêtons un peu cela. Il y a des structures qui fonctionnent dans ce pays. L'ASBE, la SONEB, la SOBEBRA, bon, nous on est en train d'être restructurés, mais il y a des structures qui fonctionnent, qu'elles soient publiques ou privées. Moi je crois que l'État béninois même doit imposer désormais à ces structures-là de pouvoir payer les stagiaires. Payer les stagiaires, l'ORTB, consort, tout ça. Alors, il faut payer les stagiaires. Non, je ne dis pas ça parce que je suis sur un plateau, mais il y a plein, le port autonome, tout ça, la SOBEMAP, tout ce monde-là. C'est des gens qui gagnent de l'argent tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on utilise gratuitement les stagiaires et puis on renouvelle le stage après et puis après on les libère. On les libère. Ouais, mais ceux-là qui sont aujourd'hui responsables, DG et autres, ils oublient que, ok, ils ont été stagiaires, d'accord? Mais alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est de leur devoir de faire un clin d'œil. On demande de payer combien? Même si c'était 70 000 par mois, ce n'est pas déjà tuant. On fera une présélection, je suis d'accord, pour faire vraiment une adéquation formation-emploi. C'est-à-dire, on ne va pas mettre un télécom quelque part dans une usine de fabrique de, je ne sais pas, de coton ou quoi. Non, mais on va le mettre là où il faut, mais on va lui payer quelque chose pour que, s'il est vraiment bien, on renouvelle son contrat. Et puis après, pourquoi pas, on pourrait lui faire un CDD et l'intégrer facilement comme ça. Donc, je crois qu'il y a plusieurs solutions. Le problème d'emploi, ce n'est pas seulement
le problème du ministre du Travail ou du président de la République. Tout à fait. Je crois qu'il y a certaines choses. Aujourd'hui, MTN fait un clin d'œil dans ce sens-là parce qu'il recrute des stagiaires, il leur paye quelque chose. Je dis, c'est à leur honneur, c'est très bien. Et je dis, tout le monde doit pouvoir encourager cela et le faire aussi. Là, pour régler la question du chômage. Voilà. Merci à vous, Christine Da Silva. Vous avez quelque chose à dire pour conclure cet entretien? Non, pour conclure, je dirais tout simplement que oui, il faudrait que nous accompagnions les efforts de tout le gouvernement et de son président, Patrice Talon. Parce que, je dis et je le répète, voilà quelqu'un qui avait de l'argent. Il n'avait pas besoin de venir au pouvoir et être président forcément pour pouvoir s'en sortir. Alors, il a accepté parce qu'il a dit il faut ce devoir-là, il a eu ce devoir, cet appel-là, il est venu. Alors, maintenant, j'ouvre aussi une autre parenthèse pour dire il faut qu'on cesse, franchement, il faut qu'on cesse de mal parler du président. Au fait, je le dis parce que j'ai vu un truc sur WhatsApp où c'était une petite fille. Elle aurait peut-être 7 ou 8 ans, elle était en train de parler très mal du président. Et je dis, mais les parents de cet enfant-là, je suis désolé, mais ils n'ont donné aucune éducation. Est-ce que l'enfant n'a pas été manipulé aussi? Mais bien sûr, parce que l'enfant est manipulé. Je crois qu'elle lisait sur un tableau quelque chose, mais elle racontait des conneries. Et moi, je dis aujourd'hui, bon, je suis du service du numérique, mais je dis aux gens, faites très attention parce qu'en réalité, évitez d'agresser parce qu'il s'agit du président. C'est Dieu qui choisit le président d'un pays. Il n'y a pas de magie. Ça, et donc, du moment où le président est là, nous devons le respecter. Nous avons, pendant son mandat, cette obligation-là. Donc, il faut que les gars reviennent un peu à la morale et au civisme et que, franchement, cette dérive-là cesse. Merci à vous, Christian Da Silva. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Bénin Télécom SA. On retiendra de l'entretien que vous avez indiqué que Bénin Télécom Infrastructure SA se porte bien et prépare sa restructuration. La société travaille pour offrir aux populations de toutes les localités une bonne qualité d'Internet. Vous avez également indiqué que les résultats des examens reflètent l'état actuel et réel de notre système éducatif et qu'il faut revoir les contenus et apprécier la qualité des enseignants. Il faut qu'on fonctionne avec les normes et on va y arriver. Vous l'avez également dit sur ce plateau. Il n'est pas question de s'affoler par rapport au code électoral. Vous avez insisté qu'il serait quand même bien que les femmes soient bien représentées au niveau du Parlement et pourquoi pas mieux dans le gouvernement. Vous avez précisé que le Béninois est spécial. Vous en êtes un également. Vous avez dit par ailleurs que vous êtes confiant que nous sommes sur la bonne route, que c'est de bonnes réformes qui sont actuellement en cours. Vous avez invité tout le monde à travailler pour le développement du pays. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. C'est la fin de l'invité que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Portez-vous bien à dimanche prochain. Au revoir.